Donc, je te donnerai le top pour commencer le partage de ton écran. Donc, ça me laisse l'occasion de commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis Mireille Essono-Eban, enseignante, chercheure en didactique du français à Libreville au Gabon. Je suis présidente de la zone Afrique centrale de l'Association des professeurs de français d'Afrique et de l'océan Indien, APFAOI, et présidente de l'Association des professionnels en sciences de l'éducation du Gabon, APSEG. Donc, c'est dans le cadre du lancement de l'année académique 2020-2021 que nous avons choisi de commencer nos activités par cette webconférence qui porte sur les manières d'enseigner pour promouvoir la réussite des étudiants et des étudiantes. Donc, l'APSEG contribue à la promotion de l'enseignement-apprentissage du français et des disciplines des sciences de l'éducation dans les établissements du primaire, du secondaire et du supérieur, ainsi que dans les écoles de formation des enseignants au Gabon. Elle contribue donc à la promotion de l'enseignement-apprentissage du français et des disciplines des sciences de l'éducation. Et l'un de nos objectifs est de promouvoir la formation des élites et un enseignement de qualité. Avec la crise sanitaire actuelle, nous avons compris que l'enseignant d'aujourd'hui doit repenser sa pratique pour la réussite des apprenants. Pour en avoir une idée précise, nous avons invité Guy Roger Kaba, de nationalité gabonaise, membre de l'APSEG, titulaire d'un PhD en didactique des mathématiques de l'Université Laval à Québec, au Canada. Ces domaines de compétences sont la formation des enseignants, la conception des tests d'évaluation à grande échelle, l'analyse des politiques éducatives, en particulier l'utilisation des données probantes dans le processus de planification sectorielle en éducation. Il travaille actuellement à la Confémen et depuis novembre 2017, il y est comme analyste en politique éducative. Il est coordonnateur de l'Observatoire de la qualité de l'éducation et comme conseiller technique du PASEC, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen à Dakar. Donc, il est actuellement basé à Dakar. Il est aussi co-responsable du projet spécial d'étude des processus de vulgarisation des mathématiques. Il est membre du comité scientifique des colloques de l'ADIMAT, donc c'est l'Association des didacticiens des mathématiques africains. Il est l'auteur de plusieurs productions scientifiques, donc des manuels scolaires en mathématiques, des articles dans le domaine et des rapports d'études. Il anime régulièrement des formations à l'attention des enseignants du secondaire et du supérieur. Et la dernière en date a été donnée en septembre 2020 à BGFI Business School sur le thème concevoir, animer et évaluer un cours. Alors, cette webconférence se déroulera de la manière suivante. Donc, le conférencier présentera sa communication en une quarantaine de minutes. Pendant la conférence, je vous invite à utiliser la messagerie pour envoyer vos questions. Puis, il y aura la phase de réponse aux questions. Vous pourrez suivre la conférence en direct sur YouTube TIS Afrique et celle-ci sera enregistrée et mise en ligne sur notre compte LinkedIn de l'APSEG. Donc, je vous... OK, d'accord. Alors, bonjour à toutes et à toutes. Je suis heureux d'animer cette conférence, enfin de faire l'exposé introductif, parce que l'idée, c'est quand même un partage d'expérience. Donc, je vais faire un petit exposé introductif pour jeter quand même pavé dans la mare pour pouvoir initier la discussion. Alors, comme vous le voyez, mon propos est structuré en trois parties. Je vais traiter des manières d'enseigner pour promouvoir la réussite des étudiants. Et comme je l'ai dit tantôt, mon propos sera organisé en trois grandes parties. Dans la première, je vais me focaliser sur la question de la réussite. Dans la deuxième, il s'agira de questionner les manières d'enseigner, notamment celles qui sont supposées prédominantes dans notre système éducatif. Et enfin, je terminerai ce petit exposé à quelques pistes de réflexion pour élargir la palette aux enseignants d'élargir leur palette des possibles. Alors,
La réussite, qu'est-ce que c'est la réussite des étudiants? Alors, sur l'enseignement supérieur, qui a conduit à l'émergence de ce qu'on appelle désormais la pédagogie universitaire. La pédagogie universitaire se préoccupe de la réussite des étudiants. Plus d'étudiants entrent à l'université, il faut donc se préoccuper de leur... Alors, j'ai eu mon propos par l'exemple de la formation des enseignants qui est soumis à un double défi, le défi qualitatif et le défi quantitatif. Il nous faut former plus d'enseignants et de meilleure qualité. Mais ce que je dis sur les enseignants est valable aussi pour les ingénieurs, est valable pour d'autres métiers. À l'université, il faut que plus d'étudiants réussissent. Comment on peut caractériser la réussite des étudiants? Alors, je vous ai mis, sans aucune prétention à l'exhaustivité, je vous ai mis 5 points de vue. Il y a le point de vue arithmétique, c'est-à-dire réussir serait avoir la moyenne. Réussir serait réussir un module dans le LMD. Donc, le point de vue arithmétique. Il y a d'autres points de vue qui sont plus didactiques et pédagogiques. Réussir serait créer des liens entre différents concepts appris en formation. Réussir pourrait être également la capacité d'analyser les situations nouvelles à l'aide des connaissances qui ont été développées en formation. Et enfin, nous sommes de plus en plus, avec les questions de chômage qui se posent, nous sommes de plus en plus, les enseignants du supérieur vont de plus en plus préoccupés à la question de l'insertion professionnelle. Il s'agira plus tard de former les étudiants, de leur donner des savoirs académiques, mais il s'agira aussi de se préoccuper de la manière dont ils vont s'insérer professionnellement. Et enfin, je vais terminer ces différentes perspectives de la réussite par le point de vue personnel de l'étudiant. Qu'est-ce que c'est réussir pour un étudiant? Ça pourrait être premier de la classe, ça pourrait être avoir un diplôme. Donc, il y a un point de vue personnel. Là, je vous ai mis une petite référence d'un chercheur américain d'origine chinoise qui a étudié les différents points de vue de la réussite selon différentes perspectives. Il a regardé les étudiants américains, les étudiants asiatiques, et il a vu que la réussite peut avoir des significations différentes selon le contexte culturel dans lequel on se trouve. En formation des enseignants, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas dans la formation des enseignants, mais c'est juste pour illustrer, je disais qu'en formation des enseignants, les étudiants, la formation initiale des enseignants vise la maîtrise des savoirs de formation, les savoirs disciplinaires, les savoirs didactiques, les savoirs psychodidactiques. Et au sortir de la formation, les étudiants devraient être capables de s'approprier ces savoirs de formation pour les mobiliser dans le contexte de leur métier. Donc voilà, de manière vraiment très, très succincte, comment on peut approcher la réussite à l'université. Maintenant, regardons de manière plus particulière quels sont les facteurs qui peuvent concourir à la réussite des études. Je vous ai mis ici 2 catégories de facteurs. Il y a les facteurs individuels. Le premier concerne les connaissances antérieures. Ici, c'est la scolarité antérieure. Un étudiant, par exemple, à l'université, un étudiant qui entre pour apprendre de la philosophie ou pour faire des études de littérature. Un étudiant qui a de bonnes bases en dissertation, qui connaît la méthodologie de la dissertation, aura plus de chances de réussir qu'un étudiant qui aurait vraiment des soucis du point de vue méthodologique. Donc, les connaissances antérieures interviennent pour une large part dans la réussite des étudiants. Alors, je vous parle de l'effet Mathieu. Si vous êtes intéressé par ça, ce serait bien de regarder un peu de quoi il s'agit. Alors, l'effet Mathieu, ça renvoie à l'évangile de Matthieu dans la Bible. On donnera plus à ceux qui ont déjà, etc., etc. Je n'entre pas dans les détails. Mais l'idée, c'est que les enseignants auraient tendance à aider plus les étudiants qui ont déjà des connaissances et à délaisser ceux qui en ont moins. Le deuxième facteur individuel, c'est la motivation des étudiants. Donc, les étudiants les plus motivés sont les étudiants qui réussissent le mieux. Et la motivation est liée à la valeur qu'on accorde aux apprentissages. Si on a une haute idée du métier d'avocat, en faisant des études d'avocat, on sera davantage motivé. Voilà, donc il y a la question de la motivation, il y a la question des stratégies d'études qui conduisent d'apprendre. Donc, les étudiants qui réussissent le mieux, ce sont ceux qui ont des stratégies d'études, des manières d'apprendre efficaces. Ce sont ceux qui entrent le mieux dans ce que l'on appelle le métier d'étudiant. Il y a enfin les facteurs qui sont liés au contexte. Le contexte, c'est-à-dire l'organisation administrative et pédagogique, l'organisation politique, par exemple la sélection dans les filières, le passage de licence
en master peut être soumis à des exigences de moyenne, d'un certain seuil de moyenne pour passer d'un cycle à un autre. Donc, il y a des facteurs contextuels. Je voudrais, concernant les facteurs de la réussite, souligner l'influence des manières d'enseigner mis en évidence par plusieurs recherches récentes. Les manières d'enseigner, alors j'entends par manière d'enseigner tout ce que l'enseignant met en œuvre pour que ses étudiants puissent apprendre. C'est cela que j'englobe dans les manières d'enseigner. On parle parfois de pratique pédagogique, mais je trouve que le terme pédagogique est un peu réducteur parce que les données qui concernent la discipline, d'accord, donc des données un peu plus didactiques. Donc, il y a l'influence des manières d'enseigner. Il y a l'influence des manières d'enseigner sur les pratiques pédagogiques. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous m'entendez bien? Oui, oui, c'est bon. OK, d'accord. Alors, donc, ces manières d'enseigner auraient un effet sur la motivation des étudiants. Ces manières d'enseigner structurent le cadre de l'accompagnement du développement des apprentissages. Et ces manières d'enseigner ont des effets sur les manières d'apprendre des étudiants, qui est un facteur individuel de réussite. Il faut donc que nous, enseignants, nous soyons capables de complexifier nos manières d'enseigner de manière à promouvoir davantage la réussite des étudiants. Cela nous conduit à vouloir questionner nos manières d'enseigner. Alors, la recherche montre que la manière d'enseigner la plus courante, c'est l'exposé magistral. Je vais donc vous parler de quelques limites de l'exposé magistral. Les exposés magistraux, les cours magistraux, auraient tendance à produire de l'ennui et réduire la fréquentation des cours. Tout ça, c'est documenté par la recherche. Les exposés magistraux auraient tendance à conduire une perte d'attention progressive à cause de la charge cognitive. Ils auraient tendance à réduire la compréhension et la rétention. Et ils auraient également tendance à conduire à une perception défavorable de l'utilité de ce qu'on enseigne, du sentiment de compétence et du sentiment de contrôle d'étudiant. Alors, une petite illustration, une recherche menée par Scott Freeman à l'université de Seattle aux États-Unis, ses collègues, c'est une étude qui a porté sur 22 cours. Alors, les étudiants ont été subdivisés en deux groupes. Un groupe qui suivait un cours d'une pédagogie un peu plus active et un autre groupe qui suivait un cours magistral. Alors, cette étude qui date de 6 ans montrait que les étudiants qui étaient soumis uniquement au cours magistral réussissaient beaucoup moins que ceux qui avaient pu bénéficier d'une pédagogie plus active. Donc, il va nous falloir, nous en tant qu'enseignants, il nous faut questionner nos manières d'enseigner. Il nous faut questionner le cours magistral qui est le plus souvent privilégié. Alors, pour faire sourire un peu, nous sommes donc comme à un carrefour. Nous devons choisir entre agir comme d'habitude, au risque de perdre de plus en plus d'étudiants, beaucoup trop d'étudiants, ou alors chercher à réfléchir aux moyens d'innover dans nos manières d'enseigner. Nous sommes à la croisée des chemins. C'est pourquoi je vous propose une réflexion pour voir comment il serait possible d'élargir la palette des possibles des enseignants. Je commence par 3 conditions pour améliorer la réussite. La première, c'est la réduction. Je précise, hein, j'ai parlé du cours magistral en mal, mais nous sommes tous des héritiers, nous sommes tous des fils et filles du cours magistral, donc il ne s'agit pas de le disqualifier définitivement. D'accord? Donc c'est pour ça que la première condition, c'est de réduire la durée des épisodes d'exposés magistraux dans les cours. Donc, ne pas transformer tout le cours simplement en une suite d'exposés magistraux. Deuxième condition, intercaler d'autres manières d'enseigner entre les épisodes d'exposés magistral. Troisième condition, varier les manières d'enseigner. Travail d'équipe ou de groupe, résolution de problèmes, analyse de cas, simulation, en combinant ces différentes manières d'enseigner, ou alors en les mettant en complément avec les exposés magistraux, on pourrait avoir tendance à améliorer la probabilité de réussite des étudiants qui nous sont confiés.
Donc, 3 conditions pour améliorer la réussite des étudiants. Je terminerai mon propos par la partie la plus cruciale sur laquelle peut-être on discutera davantage. C'est ça qui concerne 4 points de repère pour élargir notre palette des possibles en tant qu'enseignant. La première, je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de disqualifier l'exposé magistral, le cours magistral. Hein, j'insiste là-dessus. Malgré ses limites, c'est quand même un moyen pratique d'enseigner simultanément à plusieurs étudiants, à plusieurs apprenants. Donc, le premier point de repère que je vous propose, c'est de choisir les manières d'enseigner les plus adaptées au contexte. Le contexte, c'est l'environnement scolaire, l'environnement académique. Quel est le niveau de mes étudiants? Quels sont les moyens dont je dispose? Est-ce que j'ai des salles suffisamment grandes, etc. Donc, tous ces éléments-là doivent être pris en compte pour choisir la manière d'enseigner ou les manières d'enseigner les plus adaptées au contexte. Ces manières d'enseigner, ça pourrait être des exposés magistraux, ça pourrait être un questionnement guidé et organisé. Alors, sur ma chaîne YouTube Math-Éduc TV, j'ai fait une capsule vidéo sur le questionnement. Donc, je vous invite à la regarder. Je pourrais partager le lien de la chaîne. J'ai fait une capsule sur le questionnement en classe. On peut insérer dans un cours une manière d'enseigner le visionnage de vidéos sur des thématiques particulières. Il y a des questions d'étudiants qui peuvent conduire à un échange entre étudiants où l'enseignant joue simplement un rôle de modérateur. Il y a des études de cas. Il y a la stratégie réfléchir, collaborer, partager, qui est très usitée dans beaucoup d'universités. Alors, comment ça fonctionne cette stratégie? En début de cours, l'enseignant pose une question. Chaque étudiant réfléchit individuellement, par exemple, 5 minutes, par exemple. Après les 5 autres minutes, les étudiants se mettent en petits groupes, soit 2, 3, etc. Ils échangent entre eux. Et puis après, il y a un échange dans le groupe entier. Je finirai par la pédagogie inversée. Alors, dans le cours classique, l'enseignant fait le cours magistral, il fait la théorie en classe. Et puis, tout ce qui est partie approfondissement, les étudiants sont amenés à aller faire des recherches pour enrichir le cours. Dans la pédagogie inversée, la logique est différente. Elle est totalement inversée. C'est-à-dire que l'enseignant met à la disposition de ses étudiants toutes les ressources qu'il trouve nécessaires pour le cours. Les notes de cours, les vidéos, toutes les ressources, il les met à disposition des étudiants. Et ce sont les étudiants qui vont donc chercher tout ce qui est définition, tout ce qui est savoir de base. Et le cours en amphi est consacré aux approfondissements, aux réponses aux questions, pour éclaircir les zones d'ombre, hein, les zones d'ombre qui pourraient demeurer après que les étudiants aient réfléchi tout seuls à partir des ressources. Pédagogie inversée. Le deuxième point de repère concerne la collaboration. Il faut que les enseignants s'habituent à travailler, soit entre collègues de la même discipline ou même en transcendant les disciplines dans une optique interdisciplinaire, coordonner, à collaborer et à coopérer au bénéfice des étudiants. Alors, pour cela, ce serait intéressant, je propose une pratique qui est en vigueur dans beaucoup d'universités, c'est le co-enseignement. Le co-enseignement, c'est 2 enseignants ou 3 enseignants qui se mettent ensemble pour préparer un cours et qui vont l'animer ensemble selon différentes modalités. Alors, je vous ai proposé 7 modalités. Je vais partager cette présentation, on pourrait voir les 7 modalités. Ça peut être un enseignement en tandem, avec 2 enseignants au profil différent, un praticien, un théoricien. Ça peut être 2 enseignants au même profil, l'un enseigne, l'autre accompagne les étudiants qui sont en difficulté. Donc, il y a plusieurs modalités du co-enseignement, qu'on appelle en anglais du team teaching. Team teaching, c'est une pratique de collaboration qui a tendance à favoriser la réussite des étudiants. Il y a le soutien des étudiants. Le soutien des étudiants permet de susciter leur engagement. Alors, la recherche en éducation identifie au moins 4 types d'engagement. Il y a l'engagement passif, l'enseignant parle, les étudiants écoutent, ils jouent le rôle de récepteurs qui doivent encoder les informations. Il y a l'engagement actif, il y a une activation et une intégration des connaissances. Il y a l'engagement constructif, il y a l'influence de nouvelles connaissances. Et il y a beaucoup plus haut l'engagement interactif, qui est une co-inférence de nouvelles connaissances. Alors, l'engagement passif
ne permet que des apprentissages en surface, des apprentissages superficiels. Et alors que l'engagement interactif, il est plus propice aux apprentissages en profondeur. Donc voilà, il faut susciter l'engagement des étudiants. Il faut vraiment trouver les moyens pour que les étudiants s'engagent dans leur apprentissage, qu'ils ne soient pas simplement des acteurs passifs. Favoriser les interactions avec le contenu, ne pas simplement donner des consignes aux étudiants, mais il faut les accompagner, il faut les guider dans l'exploitation des ressources d'apprentissage. Il y a les interactions sociales, proposer aux étudiants de collaborer entre eux, de s'entraider, de développer une intelligence collective. Il y a l'enseignant doit être capable de donner régulièrement des interactions aux étudiants, des interactions efficaces. C'est-à-dire lorsqu'un étudiant exprime, l'enseignant doit commencer par commenter ce que l'étudiant a dit, ce qu'il a fait. Tu affirmes que, etc., etc. Est-ce bien ce que tu dis? Donc, je m'assure que la compréhension que j'ai de ce que l'étudiant dit, c'est la bonne compréhension. Et ensuite, j'indique dans les aspects à améliorer. Dans une rétroaction, il faut être spécifique, il faut répondre sur ce que l'étudiant affirme, ce que l'étudiant pense, ce que l'étudiant dit, être sélectif, être constructif, ne pas dénigrer l'étudiant. Il pourrait risquer de perdre confiance en lui-même et être ouvert à la discussion. Ce n'est pas parce que l'étudiant donne un point de vue qui est différent du mien qu'on ne peut pas discuter, que je dois automatiquement disqualifier son point de vue sans discussion. Donc, susciter l'engagement d'étudiants, susciter l'engagement, favoriser les interactions, donner des rétroactions régulières, ça permet de soutenir les étudiants. Ici, je parle simplement du soutien cognitif. Hein. On pourrait évoquer le soutien socio-affectif, hein, le soutien psychologique, d'autres types de soutien hein, que l'enseignant peut utiliser. Je terminerai par ce que certains considèrent comme un gros point faible de notre système éducatif, c'est l'évaluation. Il faut être capable, si on veut promouvoir la réussite, d'évaluer les étudiants. Il faut être capable de s'évaluer soi-même, d'évaluer son enseignement. Il faut être capable de se faire évaluer. Se faire évaluer sur le père, les collègues enseignants, un collègue, je peux demander à mon cours et de me faire un retour de ce qu'il a vu, me faire aussi évaluer par les étudiants. Donc, évaluer, s'évaluer, se faire évaluer. Pour cela, il faut varier les types d'évaluation. Là, j'insiste sur les évaluations qui sont supposées pas très fréquentes dans notre système éducatif. Par exemple, l'auto-évaluation des étudiants. Entraîner les étudiants à s'auto-évaluer. Ça permet de développer leur autonomie, l'autorégulation de l'apprentissage. Ça permet de développer des métacognitifs. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais insister, c'est l'évaluation par les pairs. Ça permet de susciter des interactions sociales entre étudiants, de réguler les apprentissages et de susciter des stratégies cognitives, donc de promouvoir un apprentissage actif, constructif. Alors, sur les évaluations, j'aimerais parler d'une pratique d'évaluation qui est très efficace, qui est même, d'un certain point de vue, peut-être une des manières les plus objectives d'évaluer, c'est l'utilisation des questionnaires à choix multiples. Les questionnaires à choix multiples, plusieurs modalités. Il y a les QCM simples, une seule réponse proposée. Il y a les QCM, les questionnaires à réponse multiples, plusieurs réponses sont correctes. Il y a les QCM qui sont des QCM d'appariement, où on a une liste d'éléments, deux listes d'éléments qu'on doit associer. Par exemple, je peux avoir une liste de capitales, une liste de pays et demander aux étudiants d'associer une capitale donnée au pays auquel il correspond. Il y a enfin les QCM avec degré de certitude. Je ne rentre pas dans les détails, mais simplement pour dire que ces différents types de QCM, il y a des techniques qui existent. Vous pouvez vous documenter là-dessus pour être capable de créer des QCM de qualité qui diminuent la probabilité pour un étudiant de réussir sans avoir les connaissances, c'est-à-dire de réussir au hasard. Donc, la promotion de la réussite passe par la promotion de moyens efficaces d'évaluer. Les QCM sont un moyen efficace d'évaluer, en particulier lorsqu'on a de grands effectifs.
On peut évaluer par QCM. Je ne dis pas qu'il faudrait arrêter toute autre façon d'évaluer. Je ne dis pas qu'il faudrait évaluer que par les QCM. Donc, dans l'arsenal d'outils d'évaluation, il faudrait réserver une place au QCM parce qu'il constitue un moyen efficace, jugé efficace d'évaluer. Alors, je vous présente rapidement un modèle d'évaluation qui est le modèle de Kirkpatrick. C'est un modèle en 4 niveaux. Alors, il faut évaluer les réactions, les apprentissages, les comportements et les résultats. Évaluer les réactions, c'est questionner la pertinence du cours, les niveaux d'implication des étudiants. La pertinence du cours, ça peut être évalué par les étudiants eux-mêmes. On propose un questionnaire aux étudiants. Le mieux serait que le questionnaire soit qui peut évaluer le cours. La mesure des acquis, ça relève plutôt de l'enseignement. Alors, dans le cadre de l'auto-évaluation, il y a l'utilisation des acquis. Donc, ça c'est comme les étudiants sont capables d'utiliser ce qu'ils ont appris en formation hors contexte de la formation. Et il y a les résultats. Est-ce que la formation, le cours que j'ai mis en place, atteint les objectifs, les cibles d'apprentissage que je vise? Alors, je terminerai avec une dimension importante, avoir une vision systémique de l'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation ne doit pas être pensée de manière isolée. L'évaluation doit être pensée dans le cadre de ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Les cibles d'apprentissage doivent être en cohérence avec les activités d'apprentissage, en cohérence avec les activités d'évaluation. Je ne vais pas enseigner l'alphabet, je ne vais pas viser l'alphabet français, l'alphabet anglais, l'alphabet de la langue anglaise, de la langue espagnole, avoir des activités sur l'alphabet de la langue espagnole et puis interroger mes étudiants sur l'alphabet grec. Donc, veillons à l'alignement pédagogique entre les objectifs d'apprentissage, les activités d'apprentissage et les activités d'évaluation. Alors, voilà le propos introductif que j'ai voulu bref, j'espère que je n'ai pas été trop long, que j'ai voulu bref pour, comme j'ai dit d'entrée de jeu, pour jeter un pavé dans la mare, pour nous amener à nous questionner, à nous interroger sur nos manières d'enseigner et voir si les manières d'enseigner que nous privilégions le plus souvent contribuent, participent à la promotion de la réussite des étudiants. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je rends la parole à la modératrice, Madame la Présidente. Merci. Bien, merci. Donc, je pense que je vais pouvoir donner la parole. Donc, je vais déjà reprendre les principales idées ici. Donc, tu nous as proposé des manières d'enseigner de manière dynamique pour voir la réussite des étudiants. Et donc, ce que j'ai pu retenir déjà pour peut-être lancer le débat ici, c'est quand tu proposes, par exemple, l'une des pistes au niveau de la pédagogie inversée, je vois beaucoup plus ici l'autonomie de l'apprenant. Mais dans le contexte actuel, je ne sais pas ce qu'il en est, par exemple, des autres pays, mais si on parle, par exemple, du Gabon, il nous arrive de donner des documents aux étudiants, de leur dire, bon, voilà, en préparation de cours et autres. Donc, ils sont censés comme lire ces documents-là et puis on va pouvoir en discuter en classe. Mais on se rend bien compte que les documents ne sont parfois découverts que le jour du cours et donc ils n'ont pas lu les documents. Comment faire déjà dans ce cas de figure-là? C'est ma première interrogation. Et puis, je suis d'accord avec toi pour la partie évaluation. Je trouve vraiment que comme rétroaction, déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, c'est bien de s'évaluer et de faire, de donner la possibilité aux apprenants, aux étudiants, de donner un peu leur regard du cours, parce que ça permet à l'enseignant que nous sommes d'ajuster, et c'est constructif, quoi. Donc, déjà, peut-être commencer par là, et puis je vais prendre la question
de Ouma Gabao. Donc, si tu veux, je sais pas si tu veux d'abord répondre ou alors tu veux que je te donne la question de l'intervenant qui disait ceci. Voilà ce qu'il disait. Nombreux sont les étudiants Je qui peux nous répondre disent, rapidement. non, il dit, nombreux sont les étudiants qui nous disent ne pas être impactés ou influencés par les enseignements donnés. Comment répondre à ces derniers? Est-ce que nos contenus notionnels ne doivent pas être des solutions aux problèmes que rencontrent les apprenants? Donc, c'est Pambo Bello qui pose la question. Il dit, Ok, je reprends, c'est bon? nombreux sont les étudiants qui nous disent ne pas être impactés ou influencés par les enseignements donnés. Comment répondre à ces derniers? Est-ce que nos contenus notionnels ne doivent pas être des solutions aux problèmes que rencontrent les apprenants? Première question. Tu m'entends? Oui, Tu oui, on m'entends? Vous t'entend. m'entendez? Oui. Ok. Alors, les étudiants qui n'ont pas lu dans le cadre de la pédagogie inversée, euh, je pense pas, qu'il y ait des solutions miracles, hein, mais je pense qu'on peut utiliser des stratégies pour inciter les étudiants à lire. Par exemple, on peut leur demander, lorsqu'on a lu, de produire. Parce qu'en fait, il faut, dans ce cours, pour promouvoir la réussite, il faut que pour chaque activité, il y ait des traces, ce qu'on appelle les traces de l'apprentissage. Donc, si on demande aux étudiants de lire, on leur propose des ressources, des articles, des vidéos, ben, il faut qu'il y ait une trace de cette activité. Donc, on peut donc leur demander, on peut demander aux étudiants de faire un petit résumé dans un format qu'on aura prédéfini. Par exemple, dire, bon, résumé en une demi-page, ce que vous avez compris des articles, de ce que vous avez lu, et puis le prendre en compte dans la notation. Donc ça peut les inciter à lire. Voilà. On peut aussi initier le travail en classe lorsqu'on distribue des ressources, essayer de décortiquer avec eux ce qui leur est demandé, parce qu'un étudiant peut être bloqué quand il arrive chez lui. Donc on peut initier une discussion en classe, et puis les étudiants peuvent être conduits à poursuivre la réflexion chez eux. Donc l'idée, c'est à chaque fois d'essayer d'avoir les traces d'apprentissage. Voilà. Bon, sur l'évaluation, bon, ok, l'auto-évaluation. Alors, est-ce que les contenus notionnels à eux seuls ne peuvent pas suffire à impacter les études? Il faut définir ce qu'on appelle un scénario pédagogique. C'est le scénario pédagogique, à travers le scénario pédagogique, qu'on met en scène les manières d'enseigner. Donc, c'est vraiment important. Il ne faut pas penser que les contenus notionnels à eux seuls vont permettre aux étudiants d'apprendre. Sinon, l'enseignant ne servirait à rien. Il faut mettre en place un scénario, insister sur les objectifs, sur les visées et donner aux étudiants des rétroactions régulières, être en contact avec eux pour prendre en compte leurs difficultés. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, on va voir s'il y a d'autres questions et puis si je n'ai pas Non, mais répondu, je pourrais. vas-y déjà, tu Oui? peux continuer à répondre en attendant que Elsa reformule, complète sa question parce qu'elle a envoyé une question, mais elle n'est pas complète. Ok. Donc, je voulais dire donc au docteur Pambo que les contenus notionnels à eux seuls ne suffisent pas. Parce qu'il y a des difficultés qui sont liées à la matière. Il faut que l'enseignant, je sais que le docteur Pambo enseigne la statistique, mais il enseigne la statistique mathématique, il doit réfléchir sur les difficultés qui sont inhérentes à la compréhension des concepts qu'il enseigne. Et en ayant conscience de ces difficultés, il doit être capable d'anticiper les réactions des étudiants, les erreurs possibles des étudiants et anticiper les accompagnements possibles lorsque les étudiants vont se heurter aux contraintes qu'il a anticipées. Donc, c'est vraiment important, cette réflexion didactique et pédagogique. Elle doit accompagner l'enseignement. Elle doit être au cœur de l'enseignement. On ne doit pas simplement se limiter au contenu notionnel. D'accord. Voilà. Tu parlais un peu plus haut quand tu as commencé ta présentation de visionnage de vidéos. C'était quoi l'objectif à travers le visionnage de vidéos? Par exemple, formation en formation d'enseignant, le visionnage de vidéos peut être très utile. Ça peut être des vidéos de cours en classe donnés par des enseignants expérimentés. Ça peut être des cours donnés en classe par les étudiants eux-mêmes, c'est-à-dire un étudiant qui anime un cours, même avant un stage, le formateur peut s'entendre avec un enseignant en exercice pour que un étudiant
un futur enseignant puisse donner un cours de 10-15 minutes, cours filmé, et après en classe, on peut visionner cette vidéo pour en faire une analyse à partir d'une grille d'observation pour permettre de mettre en évidence les bonnes pratiques et de mauvaises pratiques, enfin, pas mauvaises pratiques, de mettre en évidence les aspects à améliorer. Donc, le visionnage de vidéo, c'est vraiment un moyen didactique, un moyen pédagogique. Mais donc, ça aussi, ça s'inscrit dans, tu peux inscrire ça dans la pédagogie inversée aussi, le visionnage de vidéos. Oui, ça peut s'inscrire dans le cadre de la pédagogie inversée, effectivement. D'accord. Alors, les vidéos peuvent être une ressource sur lesquelles les étudiants peuvent se baser pour construire eux-mêmes le cours avant de venir poser à l'enseignant des questions sur, sur des approfondissements possibles de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont vu. Avant de passer aux deux questions d'Elsa et puis de Rodrigue, donc tu disais que ce sont les étudiants eux-mêmes qui doivent construire, élaborer les vidéos, ou alors c'est l'enseignant qui envoie les vidéos et puis on fait comme un genre de rétroaction. Mais les deux modalités sont possibles. Ça peut être une vidéo d'un expert, hein, ça peut être une vidéo d'un enseignant expert. On veut montrer aux enseignants une bonne pratique, on veut montrer aux futurs enseignants une bonne pratique. Ça peut être une vidéo d'un étudiant, pas forcément du groupe que tu as aujourd'hui. Ça peut être un étudiant d'une vidéo que tu as faite les années antérieures. Ça permet aux étudiants d'analyser une vidéo. Ça peut être une vidéo faite par eux-mêmes, hein, dans le cadre d'une mise en d'un concept qui a été vu en cours. Et puis, l'enseignant, l'étudiant le met en pratique. L'étudiant le met en pratique dans le cadre d'une petite séquence de cours qui est visionnée par l'ensemble du groupe, qui peut critiquer, qui peut analyser, qui peut essayer de voir les aspects à améliorer. Donc, toutes les modalités sont possibles. D'accord. Alors, la question d'Elsa, c'est la suivante. Donc, parmi les manières d'enseigner, quelles sont celles qui sont les plus adaptées au contexte africain comme le nôtre, celui du Gabon, par exemple? Ok. Merci Elsa. Dans mon propos, j'ai essayé parce que dans les manières d'enseigner, il y a des innovations pédagogiques beaucoup plus sophistiquées, hein, dans lesquelles j'ai pas voulu entrer. J'ai voulu me limiter aux choses qui sont réalisables dans notre contexte. Je pense que dans notre contexte, tous les smartphones qu'on a ont des vidéos. On peut filmer avec les smartphones, on peut filmer et puis faire du visionnage de vidéos. Voilà. Donc, tout ce que j'ai proposé là, ça peut se mettre en place. L'évaluation par QCM, le visionnage de vidéos, tout ce que j'ai proposé, hein, je reviens au point de repère, le visionnage de vidéos, le questionnement en classe, la stratégie, réfléchir, collaborer, partager, toute la pédagogie inversée, les études de cas, tout ça, ça peut se mettre en pratique dans un contexte comme le nôtre. Parce qu'il y a des moyens beaucoup plus sophistiqués, hein, qui utilisent des nouvelles technologies. Bon, je n'ai pas voulu entrer là-dedans, parce qu'effectivement, on serait tombé sur le coup de la critique selon laquelle ce n'est pas forcément adaptable chez nous. Donc, je pense que tout ce dont j'ai parlé dans le cadre de ce petit exposé peut être mis en pratique dans notre contexte. Oui, et pour compléter un peu ce que tu dis, je pense, Elsa, en fait, c'est en fonction aussi comment dire ça, de la réception, hein, de l'interaction de ta classe, en fait, que tu vas choisir, je pense, que tu vas choisir une manière, hein, c'est une stratégie possible. Là, on donne comme ça une palette de manières possibles pour promouvoir la réussite. Et puis, si dans ta classe, ben, le questionnement ne marche pas, tu essayes peut-être la pédagogie inversée ou tu essayes autre chose, mais c'est sûr que l'une de ces stratégies-là devrait passer. Comme tu peux combiner plusieurs stratégies en cours de formation, quoi, dans une classe, je pense. Alors, il y avait la question de Mavouroulou qui disait ceci. Alors, s'agissant de l'évaluation, donner des notes extrêmes, c'est-à-dire 0 sur 20 ou 20 sur 20, sans se justifier, ne peut-il pas prêter à confusion? Soit je suis un enseignant nul, soit je suis un enseignant qui ne fait pas bien son travail. Ok, c'est une excellente. Tu peux parler plus fort un peu? Allô? Oui, oui. Oui, allô, tu m'entends? Oui. Oui, c'est une excellente question, mais je pense que lorsqu'on évalue,
la palette des notations, c'est de 0 à 20. Il ne faut surtout pas penser que lorsqu'on évalue un élève et qu'il a 0, ça ne veut pas dire que l'élève est nul. Comme un élève ou un étudiant qui a 20 sur 20, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. La note signifie, la note, c'est une signification dans le contexte des connaissances qu'on a évaluées. Tout est une question d'approche. Hein. Il ne faut pas se limiter, dire que je ne mettrai pas 20 parce que 20, ça veut dire que l'élève est parfait, que je ne mettrai pas 0. Non. On évalue l'état des connaissances sur une matière particulière à un moment donné. Et concernant le 20 sur 20, un élève qui a 20 sur 20, c'est un élève qui a atteint les objectifs qu'on s'est fixés au départ. Un élève qui a 0, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au 0. Il ne faut pas lui dire qu'il est nul parce qu'il n'est pas nul. Je pense que les mauvaises notes, je pense qu'il faut donner, d'abord il faut varier les différentes façons d'évaluer. En variant les différentes façons d'évaluer, on va limiter les 0 sur 20, c'est sûr. Et ensuite, il faut donner des chances aux étudiants de se rattraper. Voilà, il ne faut pas se limiter à une note, à une seule évaluation. Il faut donner aux étudiants plusieurs occasions de manifester sa compétence. Voilà, voilà ce que je peux dire sur cette question. Madame Ayant apporte, je pense, une contribution. Elle dit que la difficulté aujourd'hui réside dans la multitude des pratiques ou stratégies d'enseignement. Dans certains groupes, la méthode traditionnelle de dicter les cours est prédominante. Bon, est-ce à dire que on doit privilégier la posture magistrale dans l'enseignement? Je n'ai pas bien compris, Madame Ayant, si vous pouvez préciser. Alors, il y avait une autre question de Guy Albert, donc avant de reprendre celle de Elsa. Il dit les manières d'enseigner, tu me suis, Guy Roger? Oui, je te suis, oui. Les manières d'enseigner sont celles qui sont données en formation. Cependant, certains enseignants ont des résultats bien meilleurs que d'autres. Il n'est pas possible de codifier les dispositifs qui produisent le succès chez les apprenants, disons chez ces enseignants. Comment codifier? Il demande s'il n'est pas possible de codifier les dispositifs qui produisent le succès. Avant que tu ne répondes, j'étais justement en train d'écrire quelque chose dans ce sens. Moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir de recette type, quoi. Genre, il faut enseigner de telle manière parce que la manière d'enseigner qui marche dans telle classe n'est peut-être pas celle qui va marcher dans telle autre classe. Hein. Peut-être que je me trompe, Guy Roger. Mais je crois que... parfaitement d'accord avec toi. Je crois qu'il n'y a pas de manière type, quoi. Vas-y, tu peux continuer. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est pour ça que je dirais simplement, je répondrai au professeur tout à l'heure, mais je pense que les questions sont liées, celle de Massima et celle du professeur Ayant. Je pense que l'enseignant doit comprendre le contexte dans lequel il évolue. Je prends un exemple simple. J'ai 300 étudiants, je suis à l'USTM, j'ai 300 étudiants et tous mes étudiants résident au campus universitaire. Voyez-vous? Sachant que les étudiants résident tous au campus universitaire, je peux être plus fondé à leur donner des tâches collectives à faire à la maison parce que je sais qu'ils résident tous dans le même environnement. Ils sont tous au campus universitaire, ils ne sont pas l'un au quartier Sable, l'autre dans un autre quartier. Donc, les tâches collaboratives pourront les réaliser beaucoup plus facilement. Si je suis à l'UOB, par exemple, où je sais que dans mon groupe étudiant, j'ai 1000 étudiants, ou à l'ENS, par exemple, et je sais que j'ai des étudiants qui habitent en Zanyan, l'autre qui habite à Ovendo, les tâches collaboratives peuvent être difficiles, donc je ne vais peut-être pas les supprimer, mais je vais réduire la fréquence par rapport aux étudiants de l'USTM qui vivent dans le même environnement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des manières d'enseigner qui fonctionneraient à tous les coups, dans tous les publics, dans n'importe quel contexte. Je pense que l'enseignant doit être capable d'adapter. Hein. Je vais prendre un petit exemple trivial. Hein. Par exemple, nous qui vivons à l'étranger, par exemple, tu vis à l'étranger, tu veux faire un plat gabonais. Tu te rends compte qu'il y a les ingrédients, pour faire ton yembois, il y a des ingrédients qui n'ont pas la même saveur, le même goût ici qu'au Gabon. Alors, c'est à toi
de rechercher d'autres combinaisons pour te rapprocher du goût du Gabon. Donc, l'important, c'est de connaître son environnement, de connaître ses étudiants. Hein. C'est pour ça que les fiches de renseignement en début de cours sont très importantes. Je fais une fiche, les étudiants indiquent leur nom, leur quartier, etc. Je pose plusieurs questions. Ça me permet d'avoir une cartographie du groupe auquel je suis confronté. Je peux leur poser des questions sur leurs aspirations, sur faire un petit questionnaire que je leur soumets, et ça me permet d'avoir une idée du groupe. Ça va me permettre donc d'adapter ma manière d'enseigner aux contraintes, au contexte qui est le mien. Et ça me permet de revenir à la remarque du professeur. Oui, j'ai dit que il ne s'agit pas de disqualifier d'emblée le cours magistral. Il faut simplement être conscient des limites du cours magistral. Lorsque je fais un cours magistral, je sais que ce cours me permet d'enseigner à plusieurs étudiants en même temps, mais je sais aussi que je ne pourrais pas contrôler la façon, je pourrais pas accompagner de manière efficace les apprentissages. Parce qu'un étudiant qui est assis, qui me regarde, il peut être en train de penser à autre chose. Il peut être en train, il y a des étudiants au fond de l'amphi qui ne sont pas au cours. C'est limite du contrôle qui peut être conscient. Mais l'idée n'est pas de disqualifier totalement la méthode traditionnelle. C'est peut-être de voir comment la combiner avec d'autres méthodes en fonction du contexte, en fonction du public qui est en face de moi. Voilà ce que je voulais dire. Mais il est important que les enseignants, et là j'en reviens à la question du professeur Pambo tout à l'heure, il est important que les enseignants du supérieur de plus en plus se préoccupent de la réussite de leurs étudiants. C'est vraiment important de se préoccuper de la réussite de leurs étudiants. Et se préoccuper de la réussite de leurs étudiants, ils doivent réfléchir à leur marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'ils contrôlent? Qu'est-ce que moi, en tant qu'enseignant, je contrôle? Je ne contrôle pas la construction des amphithéâtres. Je ne contrôle pas l'équipement de l'amphithéâtre. Mais par contre, j'ai le contrôle sur ma manière d'enseigner. Je peux jouer sur ma manière d'enseigner pour essayer de promouvoir davantage la réussite. Voilà. Tout à fait. Et donc, justement, pour aller dans le même sens, Madame Ayant demande comment amener les collègues à changer de pratique. Tu as peut-être déjà répondu un tout petit peu. Juste avant, Guy Désiré revenait sur les manières d'enseigner sont celles qui sont données en formation. Oui, je crois que ça, tu avais déjà répondu. Donc, comment amener les collègues à changer de pratique, Madame Ayant? Et puis, la question de Sabrina qui disait ah non, non, là, c'était pas une question. Bon, déjà, réponds à celle de, si tu peux répondre à celle de Madame Ayant. Sabrina proposait simplement que pour aller plus loin, il y a aussi le principe de la différenciation pédagogique. Donc, les apprenants n'assimilent pas les connaissances au même rythme et de la même manière. Tout à fait d'accord avec toi, Sabrina. Et je pense même, tout à l'heure, Guy Roger, tu parlais des travaux de manière collaborative. Aujourd'hui, justement, je pense que parmi les manières d'enseigner pour promouvoir la réussite, il faut déjà que l'enseignant, comment dire ça, euh, qu'il adopte un nouveau rapport au numérique. Le rapport au savoir, c'est aujourd'hui un nouveau rapport au numérique. Et si l'enseignant lui-même déjà est conscient de l'apport du numérique dans son enseignement, c'est plus facile après, par exemple, d'amener les étudiants à travailler de manière collaborative, qu'ils soient, par exemple, à Dakar, à Libreville ou ailleurs. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent à chacun d'un coin du monde de, par exemple, travailler de manière collaborative. Et ça aussi, ce sont des moyens qui permettent d'enseigner différemment, quoi, je pense. Donc, je te redonne la parole. On a 13 nouveaux messages, donc je vais regarder les questions. Tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu as dit à la fin. Tu vois, j'ai pas voulu, parce que dans les contextes occidentaux, quand on parle de pédagogie universitaire, il est beaucoup question de numérique. Bon, j'ai pas beaucoup voulu m'appesantir sur le numérique parce que pour éviter le reproche du manque de moyens dans le contexte africain. Mais il est clair que le numérique, c'est une voie incontournable pour l'avenir de l'éducation. Et que chaque enseignant doit se soucier de définir, comme tu l'as dit, un nouveau rapport au numérique, c'est-à-dire intégrer le numérique dans ses manières d'enseigner, dans ses pratiques pédagogiques.
Je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. Comment amener les collègues à changer de pratique? Je pense qu'une des vocations de l'enseignant, je prends l'enseignant universitaire. L'enseignant universitaire, il a besoin, pour monter en grade, d'encadrer des étudiants en maîtrise, en master, des étudiants en thèse. Alors, pour qu'il encadre des étudiants en thèse, pour qu'il encadre des étudiants de qualité, ben, il faut un investissement. Parce que l'encadrement des étudiants en master, des étudiants en thèse, ça contribue pour l'avancée en grade de l'enseignant. Mais pour arriver à avoir des étudiants de qualité, ben, il faut s'investir dans l'enseignement, pas simplement s'investir dans la recherche, il faut s'investir dans l'enseignement, il faut s'investir pour trouver les manières d'enseigner les plus efficaces, de telle sorte que qu'on ne puisse pas perdre. Je pense que nous tous ici, hein, là dans les participants, j'ai un de mes amis d'enfance avec lequel on a fait le primaire ensemble. Lui et moi, on sait que le primaire, il y a des élèves de haut potentiel, des camarades amis de haut potentiel, qui sont perdus en chemin parce que le n'a pas été capable de les faire suffisamment. Ça se passe à l'école primaire, ça se passe au secondaire, ça se passe à l'université. Donc, je pense qu'aucun enseignant n'a intérêt à perdre des étudiants de haut potentiel parce que la formation universitaire contribue au développement du pays, parce que avoir des étudiants de qualité dans l'université dans laquelle j'enseigne, ça me permet aussi d'encadrer des étudiants de qualité, de faire des travaux de qualité et de grade. Donc, quelque part un peu, ça peut être un argument qui peut amener les collègues à changer de pratique, mais professeur, ce n'est pas évident parce que changer de pratique, ça nécessite vraiment une remise en question, un changement de paradigme, un changement de rapport au savoir. C'est quelque chose de très, très complexe. C'est pas toujours évident d'amener les gens. C'est une tâche qui n'est pas aisée. Voilà ce que je voulais dire sur ce. D'accord. Alors, on va passer sur à... Il y a une autre question de... la différenciation pédagogique. Ah oui, excuse-moi, oui, vas-y. Vas-y. Non, sur la différenciation pédagogique, je vois ça sur une... Non, il y a d'abord avant Marie-Boulou qui disait, après avoir constaté que les étudiants adapter avaient... l'accompagnement à chaque type d'étudiant qu'on a, ça fonctionne bien, par exemple, lorsqu'on a des groupes réduits d'étudiants. Allô? Oui? Vas-y. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, donc tu disais, qu'est-ce que tu disais? Je disais que Maroulou disait, il y avait une question, il disait ceci, après avoir constaté que les étudiants avaient certaines insuffisances, j'ai opté pour des exposés afin d'encourager le travail de groupe et de recherche. Après avoir donné des notes d'exposés, j'ai décidé en plus de faire des évaluations. À ma grande surprise, les insuffisances perduraient toujours. Que faire? Ben déjà, peut-être que les exposés, ils vont faire souvent du copier-coller au départ. Donc, c'est pas véritablement, ils font pas véritablement de la recherche où ils gardent quelque chose en tête. Donc après, puisqu'ils ont fait du copier-coller et n'ont pas retenu l'essentiel, je pense que c'est normal que lorsqu'on fait une évaluation, que les résultats ne soient pas là puisqu'ils n'ont pas véritablement travaillé ces exposés, je pense. Guy Roger, tu as quelque chose à dire là-dessus? Oui, je suis d'accord avec toi. Ce que je peux dire aussi, c'est que une des erreurs, mais ça se comprend, hein, une des erreurs qu'on fait souvent lorsqu'on a des étudiants en difficulté, qu'on les accompagne, c'est qu'on s'attend à une réussite immédiate. Je pense que de temps en temps, il faut être capable d'avoir une politique des petits pas. Mes étudiants ont des difficultés, j'ai fait une dictée, l'étudiant X a fait sans faute, j'ai fait de la remédiation, comme Mavrolo disait, il a proposé des stratégies, c'est de faire de la remédiation. Je repropose une autre dictée, peut-être qu'ils vont passer de 100 à 50 fautes. Ils sont toujours en difficulté, mais ils ont fait un petit pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'inscrire dans une logique court-termiste. Ce n'est pas par un coup de baguette magique en changeant de pratique, en essayant d'innover, que tout de suite, on va avoir les résultats. Je pense qu'il faut s'inscrire dans une logique de moyen et de long terme aussi. Il ne faut pas toujours s'attendre à des réussites. Quand je parle de la réussite des étudiants, il ne s'agit pas comment dire ça, de complaisance. Hein? Il s'agit d'accompagner les étudiants, d'adapter les meilleures manières d'enseigner, de trouver des stratégies pour aider les étudiants, pour promouvoir la réussite. Mais la réussite, elle s'obtient au bout d'efforts. Et ce n'est pas tout de suite, pour tout de suite, qu'on aura forcément des résultats. Donc, il faut accepter
que ce que j'ai pu faire est peut-être insuffisant. Les efforts que j'ai fait moi enseignant sont peut-être insuffisants. Les efforts que les élèves ont fait, eux, pour progresser sont peut-être encore insuffisants. Mais ça ne doit pas nous inciter au découragement. On doit continuer à trouver d'autres stratégies pour accompagner les élèves dans leurs apprentissages. Voilà. Donc, pas s'inscrire dans une logique de court terme. D'accord. Alors, il y a le collègue qui dit la pédagogie est une activité aléatoire. Ces variables aléatoires sont nombreuses, parmi lesquelles la matière, les chapitres, le niveau et l'enseignant lui-même, les élèves. Nous devons tout simplement agir dans le but de réduire l'effet néfaste de ces aléas. Et Raymond pose la question suivante. Elle dit, j'ai l'impression que le discours actuel s'adresse surtout aux enseignants du secondaire, les plus réceptifs. Que dire ou quels conseils pour nos collègues de l'université qui pensent avoir la science infuse et ne rien avoir à apprendre des pédagogues ou didacticiens? Bon, à ma sœur Raymond, je me permets de dire que c'est ma sœur. Bon, la pédagogie, activité aléatoire, bon, la pédagogie universitaire se développe aujourd'hui comme une science, hein, avec des connaissances, des travaux. Je pense que c'est une science, hein, c'est un domaine de connaissances. Ce n'est pas une science exacte, mais on a des repères solides en matière de pédagogie universitaire qui font que on peut sérieusement, on sait quelles sont les méthodes, quelles sont les stratégies, quelles sont les manières d'enseigner qui fonctionnent le plus. Il y aura toujours une part d'aléa, je suis d'accord avec ce qu'on dit, et dire qu'il s'agit d'une activité aléatoire, je suis vraiment réservé. La pédagogie universitaire se développe de plus en plus en tant que science. Dans la plupart des grandes universités, vous avez des centres de pédagogie universitaire très actifs qui accompagnent les enseignants. Il y a même de nouveaux métiers qui se sont créés, par exemple le métier d'ingénieur pédagogique, c'est-à-dire que les enseignants sont accompagnés dans leur tâche par des ingénieurs pédagogiques pour élaborer les scénarios pédagogiques les plus adaptés pour faire réussir leurs élèves. Je voulais souligner avant d'aboutir à la question de Raymond, sur la question du professeur ayant, comment inciter les collègues à changer de pratique. Alors, je pense qu'il faut que les collègues du supérieur sachent qu'il y a des pratiques qui existent dans les universités du Nord qui vont progressivement arriver dans nos universités, où des cours sont mis en concurrence. L'université Laval, par exemple, les cours sont mis en concurrence. Un même cours peut être donné par plusieurs enseignants et le cours ne peut rester en place que si suffisamment d'étudiants s'inscrivent à votre cours. Ça veut dire que si vous n'avez pas suffisamment d'études, parce que vous avez fait le cours une année, les étudiants n'ont pas été satisfaits de votre cours, eh bien, l'année d'après, les étudiants ne viendront plus s'inscrire parce qu'ils se parlent entre eux, ils ne s'inscriront plus à votre cours. Vous allez avoir peut-être un nombre d'étudiants en dessous du seuil permis pour que le cours soit maintenu et votre cours sera supprimé. Et il y a des carrières qui sont visées dans le contexte anglo-saxon. Et c'est un contexte avec le LMD qui se généralise de plus en plus où les cours seront en concurrence. Et ça me ramène à la question de Raymond. Ben, les enseignants du supérieur, les inciter à la pédagogie universitaire, je pense qu'il faut peut-être multiplier les initiatives. Je vois que dans le public où nous sommes, la majorité des participants sont des enseignants du supérieur. Donc, je crois que vraiment, il ne faut pas perdre espoir. Pas perdre espoir. Il faut continuer le dialogue avec les collègues, les enseignants qui enseignent à l'université pour leur expliquer l'importance de la pédagogie universitaire, l'importance de la didactique et l'importance des sciences et de l'éducation en général. Parce que je pense qu'un enseignant, il veut s'aimer une graine. Il veut pas, je pense que tout enseignant n'a pas pour ambition d'être le seul professeur agrégé de sociologie du Gabon. Je pense que quand on est professeur agrégé d'une discipline, professeur titulaire de rang master d'une discipline, on a envie de faire des émules, on a envie de faire des disciples. Et pour avoir des disciples de qualité, il faut s'investir dans l'accompagnement de ces disciples. Voilà. Alors, il y a une question assez intéressante là, c'est celle du collègue Massima qui dit la difficulté pour plusieurs enseignants, c'est de définir des dispositifs d'enseignement, d'apprentissage. Beaucoup ont du mal à le faire, c'est vrai en plus. Nous observons ces difficultés lors de stages avec les tuteurs et les stagiaires. Comment alors rendre tous les enseignants aptes à bien définir les dispositifs? Je rappelle que M. Kaba communique fréquemment sur la qualité de la question qui crée l'engagement dans la recherche. Donc, comment rendre les enseignants aptes
à bien définir les dispositifs. Ça, c'est toute une question didactique. C'est une question, oui, c'est une question très, très, très difficile. Hein. Je pense que la formation initiale, c'est pour le qui à l'écrier. On met les enseignants, enfin, on initie les enseignants, on les intègre dans un processus de professionnalisation. Et ce processus de professionnalisation doit se poursuivre tout au long de la carrière. L'idéal serait que les enseignants soient accompagnés par la formation continue. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un enseignant qui sort de l'école soit capable tout de suite d'élaborer des dispositifs euh, d'enseignement les plus efficaces, les plus efficients. Non, je pense que c'est un processus de long terme. Hein. L'entrée dans la professionnalisation, c'est un processus de long terme qui doit être accompagné par les pairs, par les collègues, notamment les plus expérimentés, mais aussi par les encadreurs pédagogiques. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, sortons de la vision court-termiste. C'est-à-dire qu'on forme les enseignants et on veut tout de suite qu'ils soient capables, comme les enseignants aguerris. Non, c'est un long processus dans lequel il faut s'inscrire. Et là, je voudrais insister sur la dimension de l'auto-formation. Nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère de Google, où en un clic, on peut avoir une information, pédagogie inversée, on tape pédagogie inversée dans un moteur de recherche, et on a tout de suite des recherches en matière de pédagogie inversée. Donc, il faut inciter les gens à l'auto-formation. C'est vraiment important. D'accord. Voilà. Merci. Alors, il y a tout, dans le même sens, toujours dans un institut ou une grande école, la formation d'un étudiant est comme une musique de fanfare où chaque enseignant doit bien jouer sa partition. Que faire alors lorsque les autres collègues jouent des fausses notes, entraînant ainsi des insuffisances chez les apprenants? Là, je ne sais pas si c'est possible déjà en tant que collègue peut-être on peut dénoncer, mais bon, après on est vu un peu comme le vilain petit canard. Donc, l'objectif, c'est pas tellement ça, de dénoncer les collègues qui jouent les fausses notes. Moi, je pense que l'objectif, alors, quand on sait qu'il y a des collègues qui jouent des fausses notes, il nous revient donc à nous de jouer les bonnes notes. Peut-être que c'est ça qui va déjà faire en sorte qu'il y ait un autre regard de l'administration vis-à-vis de votre façon d'enseigner, mais dénoncer peut-être ceux qui jouent les fausses notes, je ne pense pas que ce soit forcément très, très constructif après. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guy Roger. Si, je suis d'accord avec toi, Mireille. Pour moi, la réponse à cette question, pour moi, c'est ne pas voir sa tâche, son rôle d'enseignant de manière isolée. D'accord? On est partie prenante d'un programme de formation. C'est pour ça, tout à l'heure, j'insistais sur le deuxième point de repère, sur la collaboration entre collègues. D'accord? Si on estime que des collègues jouent de fausses notes en groupe, je pense que la collaboration peut être une voie intéressante, que ce soit entre collègues de la même discipline, ou même entre collègues de disciplines différentes. On peut collaborer, on peut échanger, on peut pratiquer du co-enseignement, on peut échanger les ressources, échanger sur les pratiques, discuter. Et ça, c'est par la collaboration qu'on peut développer une connaissance, une intelligence collective et s'améliorer les uns les autres. Voilà ce que je veux dire là. Vraiment, vraiment favoriser la collaboration plutôt que la dénonciation ou la critique. Voilà. C'est sur ce point de vue, je suis parfaitement d'accord avec toi, Mireille. D'accord. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas d'autres nouvelles questions. Est-ce qu'il y aurait encore, on attend une minute pour voir s'il y a des collègues qui ont des questions. Je sais que Elsa parlait de mettre en avant un peu l'enseignant réflexif ici, donc le praticien réflexif. Faut-il encore que les enseignants intègrent ce concept, hein, parce que parler de réflexivité, c'est très bien. Maintenant, maîtriser ce qu'est la réflexivité dans l'enseignement, c'est autre chose. Donc, mais déjà, retenir qu'aujourd'hui, comme disait Guy Roger, il faut vraiment travailler sur ces manières d'enseigner. Et il n'y a pas on va dire ça, de manière d'enseigner qu'on va calquer
Parce que chaque fois qu'on a voulu faire, d'abord, on ne peut pas faire comme tel collègue, parce que ça, c'est le collègue qui fait de cette manière. Donc, chaque enseignant a sa particularité, chaque enseignant a son tempérament. Et puis, on a un groupe d'élèves. On a des élèves avec des comportements, des tempéraments différents. Donc, il faut voir ce qui peut cadrer dans sa pratique enseignante, de sorte que la formation, l'enseignement-apprentissage soit véritablement efficiente. Sinon, on va toujours aller au-delà des échecs. Comme disait le collègue tout à l'heure, on a beau faire des exposés, mais si, parce que quand on fait, il faut déjà donner le cours sur c'est quoi un exposé, comment on fait un exposé et quels sont les objectifs de l'exposé. Donc, rappeler aux étudiants les risques, par exemple, du plagiat, de savoir citer et autres. Et donc, quand on vient faire un exposé, on doit montrer qu'on s'est véritablement approprié les concepts ou bien les notions qu'il fallait développer. Donc, moi, je pense que c'est ça déjà au départ. Et puis après, voilà, on voit en fonction de ces apprenants quelle manière on pourrait ajouter. Guy Roger, tu as quelque chose à rajouter? Non, non, je suis Alors, il y a parfaitement d'accord Marouloulou qui avec vous. disait ceci, attends, il dit, je viens compléter ma question. Je ne suis pas professeur de mathématiques, mais pour aborder mon module, mes étudiants ont besoin de bonnes notions de mathématiques. Les fausses notes ici, ce sont les bases insuffisantes en mathématiques. Tout à fait, oui. Donc, il complète un peu ce qu'il disait. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il pose la question de ce qu'on appelle les prérequis, c'est-à-dire les connaissances antérieures dont on va avoir besoin. Mais en fait, ce qu'il faut savoir dans ce cas précis-là, c'est que très souvent, dans les mathématiques, dans les savoirs mathématiques qui sont enseignés, ce sont, les étudiants, avant d'entrer dans une professionnalisation, ben, ils abordent des notions du point de vue général ou généraliste. Maintenant, quand on parle d'une formation professionnelle, on prend dans ces mathématiques générales-là certains aspects qui sont utiles pour le domaine auquel M. Mavroulou veut former ses étudiants. Si les prérequis ne sont pas en place, peut-être qu'il faudrait changer le programme de formation, mais pour insérer un cours sur les prérequis nécessaires pour aborder les concepts qui sont nécessaires dans la professionnalisation. Il faudrait, si jamais le problème du prérequis est récurrent, peut-être qu'il faudrait changer le programme de telle sorte qu'on insère carrément l'apprentissage des concepts dont les étudiants auront besoin pour entrer dans leur professionnalisation. Il ne faut pas hésiter à remettre au bout du jour des connaissances qu'on suppose maîtrisées par les étudiants quand on se rend compte qu'en réalité, ils ne les maîtrisent pas. Hein? Il y a le professeur Non Philibert qui est un professeur de mathématiques à l'école normale supérieure qui a fait un séjour au Japon. Il a fait un voyage au Japon il y a quelques années et il m'expliquait que les étudiants japonais qui entrent à l'université, bon, ils connaissent le domaine des mathématiques, je suppose que c'est fait dans d'autres domaines, mais ces étudiants-là, quand ils entrent à l'université, ils ont un niveau en mathématiques qui est inférieur à celui de nos étudiants. C'est-à-dire que les bases que nos étudiants ont au secondaire, les étudiants japonais qui entrent à l'université, ils ne les ont pas. Mais il m'expliquait que ce qui est mis en place à l'université pour accompagner ces étudiants dans l'acquisition des bases, des connaissances préalables pour aller plus loin, c'est des moyens considérables. Il y a un investissement qui est mis en place pour que les étudiants soient bien assis sur ces bases-là avant d'aller plus loin. Donc, c'est vraiment ne pas hésiter, lorsqu'on se rend compte que les prérequis ne sont pas là, les connaissances préalables ne sont pas là, eh bien, à faire un cours là-dessus, à vraiment insister là-dessus. Donc, c'est le conseil que je pourrais lui donner sur cette question spécifique-là. Oui, Elsa dit Voilà. ceci pour terminer. Elle dit de prime abord, c'est difficile d'intégrer la notion de réflexivité dans la pratique enseignante. Nombre de collègues ne sont pas très coopératifs. Et même l'auto-réflexif sont pourtant des méthodes qui pourraient nous aider. Oui. Après, c'est vrai qu'après chacun fait un peu comme il veut. C'est malheureusement le cas. Et ce qui fait que si, comme disait tout à l'heure Guy Roger, si on ne travaille pas, si on ne travaille pas avec le regard des autres, si on ne s'auto-évalue pas, si on ne se fait pas évaluer
par les collègues ou par les étudiants et on est dans une posture assez suffisante. Bon, c'est bien si ça se passe bien, mais en général, ce n'est pas le cas et les objectifs d'enseignement ne sont pas véritablement atteints. Là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est pas aux collègues, mais là, c'est carrément, là, c'est la politique éducative, en fait, qui devrait, qui devrait inciter peut-être les enseignants à redynamiser leur manière d'enseigner aussi, hein, Guy Roger, parce que tu n'as pas beaucoup parlé des politiques éducatives, mais je pense qu'elles sont d'abord au centre de tout le processus de formation. Hein. Tout à fait. Je pense que il y a des systèmes où les enseignants où l'évaluation des enseignants est importante dans l'évolution de leur carrière. Peut-être qu'il va falloir arriver à un moment où, je pense que dans le pays, il faudra mettre en place des politiques éducatives où l'enseignant est considéré comme un acteur du système éducatif, où l'enseignant devra être performant pour pouvoir progresser dans sa carrière. Je pense que progressivement, ce sont des choses qui vont se mettre en place. Hein. Je pense qu'il va falloir que chacun d'entre nous essaie de tout faire pour être en phase avec les évolutions possibles qui peuvent subvenir à tout moment. Hein. C'est pour ça qu'il faut questionner ces pratiques pédagogiques. Il faut questionner ces manières d'enseigner. Pas simplement se placer dans une logique de bouc émissaire. C'est la faute des étudiants, c'est la faute de l'administration, c'est la faute au salaire, c'est la faute aux autres. Mais dans, dans tout cela, il y a du vrai, il y a peut-être des étudiants qui ne sont pas impliqués, il y a peut-être l'administration qui ne joue pas son rôle, c'est vrai. Mais dans tout cela, qu'est-ce que moi je peux faire pour changer les choses, pour les impacter de manière positive? Je pense que c'est la question de la responsabilité qui est vraiment, qui est vraiment important. C'est ce que les Anglais appellent accountability, c'est-à-dire la capacité à être, la capacité à rendre compte de ce qu'on fait. C'est la responsabilité. Mon rôle dans le système, quel est-il? Quel est mon rôle dans le système? Et je dois être capable de rendre compte sur mon rôle dans le système. Quelles sont les tâches qui me sont confiées? Est-ce que les tâches qui me sont confiées, je les réalise au mieux en fonction des moyens qui sont à ma disposition? Donc, c'est vraiment important que chacun d'entre nous puisse avoir cette réflexion individuelle sur sa propre pratique, sur ses propres manières d'enseigner. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que l'enseignant est isolé du reste et que ce qu'il va faire que tout fonctionne comme par un coup de baguette magique. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement qu'il faut que l'enseignant se considère comme un acteur du système et qu'il essaye d'agir au mieux en fonction des ressources qui sont mises à sa disposition. Voilà, Mireille. D'accord, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Je tiens à remercier le docteur Guy Roger Kaba, donc didacticien des mathématiques. Euh, on a encore des gens qui s'admettent. Nous sommes en train pratiquement de conclure. Je crois que le sujet est très intéressant. Donc, je rappelle que c'était en diffusion en direct aussi, là en live sur YouTube. On a pu voir quelques personnes qui étaient en ligne. Donc, manière d'enseigner pour promouvoir la réussite des étudiants et des étudiantes. On va retenir qu'il n'y a pas de recette type pour enseigner, que l'enseignant doit avoir une vision périphérique. Hein. Moi, j'appelle ça vision périphérique, un peu comme lorsqu'on est au volant d'une voiture où on arrive à prévoir, se dire que bon, on ne va pas aller de tel côté parce que sinon, on peut avoir un choc. Les enseignants doivent être accompagnés en début de carrière et même pendant, hein, par les pairs. Il faut pas avoir de la gêne de se rapprocher de ceux qui ont déjà, par exemple, l'expérience, ou alors dans le cas où ceux qui sont déjà expérimentés, de venir aussi vers les plus jeunes qui parfois ont une nouvelle dynamique dans le contexte actuel. Beaucoup d'enseignants déjà expérimentés ont eu des difficultés avec les nouvelles technologies qui sont normalement un peu plus familières aux plus jeunes. Donc, ne pas avoir
de gêne pour aller les uns vers les autres, s'évaluer fréquemment. Et aujourd'hui, comme le disait Guy Roger, nous sommes à l'ère de l'auto-formation, donc ne pas passer à côté d'une notion parce qu'on est hésitant ou bien on est gêné. Je vais te laisser conclure, Guy Roger, et pour mettre un terme à cette web conférence. Ok, merci beaucoup, Dr Mireille Esseno. Donc, l'exposé que j'ai fait cet après-midi, je ne voulais pas que ce soit un recueil de recettes de cuisine prêtes à l'emploi, absolument pas. L'idée, c'est d'inviter les uns et les autres à la réflexion. Donc, j'ai parlé de la nécessité de se préoccuper de la réussite des étudiants ou des élèves. C'est très important de se préoccuper de la réussite des étudiants et des élèves. J'ai parlé de l'influence des manières d'enseigner sur la réussite des étudiants et des élèves, et donc la nécessité. J'ai donc parlé de la nécessité de questionner nos manières d'enseigner, en particulier l'exposé magistral, la manière dont la plus courante. J'ai évoqué les limites de l'exposé magistral. J'ai même donné une illustration pour montrer les limites de l'exposé magistral. Et enfin, j'ai donné 4 points de repère pour permettre d'élargir la palette des possibles des enseignants, choisir le au contexte, collaborer avec les collègues, soutenir les étudiants, les apprenants, évaluer, se faire évaluer. Et j'ai aimé les discussions qu'on a eues, parce que vraiment, elles ont permis d'éclaircir certaines zones d'ombre. Je vais essayer Mireille, de faire une fiche bibliographique avec toutes les références que j'ai citées. Et tu pourrais les partager, on pourrait les partager sur différents réseaux pour ceux qui veulent approfondir la réflexion sur les manières d'enseigner qui permettent de promouvoir la réussite des étudiants et même des élèves. C'est vrai que je me suis axé plus sur le supérieur, mais ce que j'ai dit peut être adapté au secondaire. Donc voilà, je remercie les uns et les autres pour leur participation, pour leurs questions, pour leurs contributions. J'espère que l'APSEC va continuer dans cette voie. Une fois, il y aura d'autres thématiques que j'espère transversales qui vont nous permettre à tous et à toutes de partir. Donc voilà, merci beaucoup à l'APSEC et merci à la